Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors je continue ma lecture du livre de Will Durant sur la vie et les doctrines des philosophes dans la partie qu'il consacre à Schopenhauer et j'ai entamé le chapitre 7, la sagesse dans la mort. Donc je lis et je digresse sur ma propre philosophie que vous pouvez lire sur mécaniqueuniverselle.net et qui essaye de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase. Voilà. Donc les jeunes gens, alors il a fallu que l'intelligence de l'homme, donc Will Durant fait un résumé de la pensée de Schopenhauer. Donc il y a des citations de Schopenhauer et l'analyse de Will Durant aussi en parallèle. Donc là, c'est Schopenhauer qui écrit. Il a fallu que l'intelligence de l'homme fût obscurcie par l'amour pour qu'il ait appelé beau ce sexe de petite taille, aux épaules étroites, aux larges hanches et aux jambes courtes. Toute sa beauté, en effet, réside dans l'instinct de l'amour. Au lieu de l'appeler le beau sexe, il eût été plus juste de l'appeler le sexe inesthétique. Les femmes n'ont ni le sentiment ni l'intelligence de la musique, pas plus que la poésie ou des arts plastiques. Ce n'est chez elles que pure singerie, pure prétention, pure affectation exploitée par leur désir de plaire. Elles sont incapables d'attacher à rien un intérêt purement objectif. Ce sexe n'a jamais pu produire un seul esprit véritablement grand, ni une œuvre complète et originale dans les beaux-arts, ni pu créer en quelque ordre que ce soit un seul ouvrage d'une valeur durable. Bon, bref, voilà. Cette partie-là, c'est quand même... Voilà, les philosophes sont contestables et toutes les pensées philosophiques ont des côtés excessifs. On retrouve ça chez Hegel, etc., chez tout le monde. Et là, c'est inadmissible de penser qu'il a pu penser comme ça. Bon, voilà. Alors, évidemment, c'est toujours la souffrance qui fait dire et écrire les choses les plus violentes. Euh, voilà, effectivement, l'intelligence de la femme, la beauté de la femme, tout ça, ne sont pas à remettre en question. Et il y a autant de génie chez les femmes que chez les hommes. C'est aussi simple. Et voilà, et par bonheur, on travaille maintenant à aller vers l'égalité et vers le respect absolu des femmes. Voilà, la vénération. Alors, c'est Will Durant qui reprend. La vénération de la femme est un produit du christianisme et de la sentimentalité allemande. Et c'est aussi l'une des causes de ce mouvement romantique qui place le sentiment, l'instinct et la volonté au-dessus de l'intelligence. Les Asiatiques sont moins naïfs et reconnaissent franchement l'infériorité de la femme. Voilà, alors il essaye par tous les moyens de justifier le fait que ce serait plus intéressant de prendre la philosophie, d'adopter la philosophie asiatique, le nirvana, le bouddhisme, plutôt que le christianisme et les valeurs occidentales. Et c'est là où, voilà, je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est contestable, même si il y a des choses très importantes à prendre justement dans cette idée de nirvana, mais qu'on retrouve sous un autre angle dans le monde monothéiste, avec l'extase, dans le soufisme, voilà, le monachisme, le, les, les, les visions que les saints occidentaux ont essayé de mettre en lumière, leur expérience d'extase, de béatitude, etc. Alors, quand les lois donnèrent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes, elles auraient dû également les douer de cerveaux masculins. Voilà. Donc il relate les propos de Schopenhauer.
L'Asie montre aussi plus de franchise que nous dans ses règlements matrimoniaux. Elle admet comme normale et légale la pratique de la polygamie, bien que celle-ci soit largement pratiquée chez nous. On l'excuse par une réflexion de ce genre. Où donc la monogamie est-elle strictement pratiquée? Et quelle absurdité d'accorder aux femmes le droit de posséder. Presque toutes les femmes, à de très rares exceptions, sont portées à l'extravagance, parce qu'elles ne vivent que dans le présent et leur passe-temps favori au dehors, c'est de courir les magasins. quelle, quelle horreur. Les femmes pensent que c'est l'affaire des hommes de gagner de l'argent et leurs affaires à elles de le dépenser. Telle est leur conception de la vision du travail. Je suis donc d'avis qu'on ne devrait jamais permettre aux femmes de gérer leurs intérêts et qu'elles devraient toujours rester sous la surveillance des hommes, père, mari, fils ou de l'État, comme c'est le cas dans l'Hindoustan. Et que par conséquent, on ne doit jamais les autoriser à disposer des biens qu'elles n'ont pas elles-mêmes acquis. C'est probablement le luxe, et là on est en train de complètement inverser ça. Et donc voilà, il faut que les hommes comprennent que la plupart du temps, dans la plus grande partie des activités, de l'activité, les femmes s'en sortent bien mieux que les hommes. Et alors, il est vraisemblable, pour moi, à mon sens, on va vers une société matriarcale. Et chez bon nombre de mammifères, tous les mammifères supérieurs d'ailleurs, chez les éléphants, chez les baleines, etc., c'est des sociétés matriarcales qui fonctionnent bien mieux en fait, parce que les qualités des femmes sont quand même un peu plus hautes à mon sens pour gérer les choses, pour gérer l'humanité. Et c'est bien dommage que le gouvernement, je lui avais écrit justement de confier aux femmes, globalement aux femmes, le traitement de la pandémie que nous sommes en train de vivre. Voilà. Je pense qu'elles étaient mieux à même de gérer les choses de façon plus intelligente, plus claire, plus responsable, etc. que les hommes. C'est probablement le luxe et l'extravagance des femmes de la cour de Louis XIII qui entraînèrent cette corruption générale de l'État qui eut son apogée sous la Révolution française. Voilà, là, en fait, il devait être déçu de ce qui s'est passé à la Révolution française, le résultat de cette Révolution française. Et donc, il en conteste le sens, alors que quelques années avant, quelques décennies avant, je pense qu'il avait une vision optimiste de la Révolution. Donc, moins nous avons affaire aux femmes, et mieux cela vaut. Elles ne sont même pas un mal nécessaire. La vie est plus sûre et plus tranquille sans elles, que les hommes aperçoivent seulement le piège qui se cache sous la beauté des femmes. Et l'absurde comédie de la reproduction finira bientôt. Le développement de l'intelligence affaiblira ou frustrera la volonté de reproduire et entraînera ainsi l'extinction de la race. Et donc, on voit que sa frustration, je pense qu'il n'avait pas de vie amoureuse et sexuelle, et se transmet à travers ses écrits. Rien ne pourrait donner un plus beau dénouement à la folle tragédie de l'inquiète volonté. Pourquoi le rideau qui vient de tomber sur la défaite et la mort se relèverait sur une vie nouvelle, une lutte nouvelle et une nouvelle défaite? Pendant combien de temps encore nous laisserons-nous attirer dans cette comédie de l'existence, dans cette douleur sans trêve qui n'aboutit qu'à une fin douloureuse? Quand donc aurons-nous le courage de jeter un défi catégorique à la volonté, de lui crier que la volonté de l'existence n'est qu'un leurre et que le plus grand de tous les bienfaits, c'est la mort? Voilà, la souffrance, où conduit la souffrance? Et pour la plupart d'entre nous, la souffrance est plutôt
légère, elle existe, elle est là, mais l'homme constructeur classique, ordinaire, fait son boulot, a ses désirs, désir de se marier, de rencontrer une femme, de connaître le plaisir, de connaître, d'avoir envie de, et réciproquement un homme, de fonder un foyer, d'avoir des enfants, de construire sa maison, de trouver tous ces petits bonheurs, etc. Et d'élever ses enfants et de jouir d'une retraite paisible. Euh, pour le monde est mu par cet ordre de la vie. Et quelques personnes hypersensibles, alors voilà qu'on peut retrouver chez un philosophe comme Schopenhauer, souffrent de l'hyperconscience, de la conscience qu'ils ont de cette vie, de ce qu'ils voient, de la façon dont ils doivent supporter l'injustice, la souffrance, l'abus des gens les uns sur les autres, etc. Tout ça, ça les révolte, ils se trouvent impuissants devant le monde qui est aussi injuste, et ils transcendent cela, soit en violence contre la société, soit en violence contre eux-mêmes. C'est le cas de tous ceux qui souffrent et qui souffrent en silence, en se suicidant à petit feu avec l'alcool, la drogue, etc. La dépression, tous les états un peu comme ça de maltraitance envers soi-même. Et puis d'autres le transcendent en écrivant, en défoulant cette énergie d'une façon ou d'une autre, voilà, et en l'amenant en art, en faisant de l'art. Mais c'est une minorité, voilà, il faudrait savoir combien de personnes sont dans cet état, peut-être 10% de l'humanité sont dans cette souffrance qui est trop intense pour eux. Et sinon, le reste des gens, eh ben, ils acceptent le monde tel qu'il est, ils le construisent, ils essaient d'en souffrir le moins possible, ils essaient d'avoir le moins que ça les impacte le moins possible et de vivre à peu près normalement. Donc ça exige un certain égoïsme, ça exige de pouvoir être heureux même si on sait que d'autres personnes souffrent, sont malheureuses, etc. Mais c'est comme ça que se construit l'humanité pour l'instant. Bien sûr, progressivement, l'empathie se développe, l'amour du prochain, etc. Toutes ces grandes valeurs sont en émergence dans l'humanité. Et donc, progressivement, tout en construisant les structures de l'humanité, c'est ce que nous faisons. Là, l'homme construit on est arrivé au stade de l'universel déjà. On construit les bases de la mondialisation, c'est ça. Alors là, c'était juste pour commencer à mettre en œuvre un commerce, les échanges mondiaux, hein, l'organisation mondiale à travers les échanges, mais viendra ensuite l'universalisation politique, l'universalisation sociale, l'universalisation psychologique de tout cela. Pour l'instant, voilà, c'était le marché qui a mis en œuvre cette mondialisation. Alors, pour refaire la généalogie, nous sommes distingués des autres primates à un certain moment. On est descendu de là, voilà, on s'est mis debout, voilà, on pourrait le schématiser un petit peu comme ça. Après, voilà, on a réussi à acquérir une sorte de domination sur notre environnement. On a pu procréer de plus en plus, donc se multiplier. Ensuite, on s'est répandu sur cette
sur la planète. On a commencé à former des clans, puis plusieurs clans se sont réunis, c'est devenu des tribus. Plusieurs tribus se sont réunies, c'est devenu des cités, etc. Et on a, le, par la, euh, qu'on qu'on l'estime, qu'on estime le moteur comme étant la, la poussée démographique, ou etc. Mais en tout cas, l'humanité, notre espèce, est allée s'installer de partout sur cette planète. Le plus haut en altitude, le plus bas en altitude, sur les lacs, dans les déserts, dans, dans le froid du pôle, etc. Donc, au sein de l'Amazonie, de la forêt, enfin voilà, on est allé s'adapter à tous les environnements. Un petit peu comme s'il fallait que tous ces éclaireurs-là soient les témoins, rapportent leur travail pour cette humanité en apportant leur connaissance de ces choses-là. Et bon, voilà, ça, curieusement, ça a tenu cette façon de vivre jusqu'à ce que l'ethnographie, l'ethnologie, jusqu'à ce qu'on puisse accumuler leurs connaissances, les écouter, comprendre tout ce qui était, prendre tout ce qu'ils avaient découvert, et puis maintenant, progressivement, très certainement, les gens ne voudront plus vivre, les jeunes ne voudront plus vivre dans une tribu amazonienne au risque, soumis à tous les risques qui existent, ou en tant que nomade dans le désert. Voilà, on n'arrêtera pas le fait que ces groupes humains ont résisté comme pour être les témoins de quelque chose, et voilà, et très certainement ils réclameront le confort que les autres ont, etc. etc. Donc voilà, on est allé coloniser tous ces espaces, et puis donc on est parti du clan familial à plusieurs clans qui se sont réunis, puis voilà, un petit groupe humain, puis qui se sont réunis plusieurs groupes humains en tribus, venant un peu de tous les côtés, chacun venant avec ses propres croyances, et à ce moment-là, quand la tribu se forme, il y a un totem qui se prend, qui devient la religion de l'ensemble, du groupe. Voilà, après plusieurs tribus se sont réunies pour former en fait des cités, venant de plusieurs tribus, ils ont formé des cités. À ce moment-là, c'est devenu polythéiste, c'est-à-dire que chacun venait un petit peu avec ses propres religions, et c'est peut-être ce qui a formé le fait qu'il y avait cette multitude de dieux, de croyances, etc. Les cités se sont réunies, sont devenues des pays, etc., des nations plus loin, c'est-à-dire la réunion de toutes les religions, de toutes les couleurs du spectre humain, de toutes les communautés, au sein d'une nation donc qui accepte toutes ces valeurs, mais qui doit prendre un lien pour l'ensemble, qui est la laïcité, par exemple. Voilà, c'est autour de la laïcité que l'ensemble doit pouvoir se fédérer, mais tout en gardant chacun ses propres croyances, ses propres, etc. Et des pays, des nations, en ce moment, on est passé au groupe de nations,
l'Europe, l'ASEA en Asie, pareil en Amérique, pareil en Afrique. En ce moment, il y a une sorte de les groupes sont en train de se fédérer. Peut-être c'est l'Europe qui est la plus en avance, disons, politiquement, qui montre l'orientation de ce passage du national au continental. Et on a construit toutes les structures pour l'universel. Pour après le continental, c'est l'universel qui viendra naturellement. C'est au moins ce que je défends sur la mécanique universelle comme point de vue. Et donc on a déjà construit toutes les structures. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, donc il y a la structure pour qu'un père des nations gère l'ensemble de ses enfants quand on lui donnera le pouvoir d'être plus fort que les nations, que les pays. Actuellement encore, l'ONU est moins fort que les États-Unis. Voilà, donc il est dominé et donc il est forcément injuste, puisqu'il est dominé par des nations particulières qui sont forcément injustes, qui font la pluie et le beau temps dans cette organisation de l'ONU, de moins en moins, mais quand même, c'est encore là. Et à un certain moment, l'ONU deviendra vraiment... les peuples auront compris, les nations auront compris qu'ils doivent donner tout ce qui est militaire, tout ce qui est à cette puissance unique, juste, qui sera devenue juste, et qui, elle, fera obligera à la paix, en fait, parce qu'elle aura les moyens de dire à chacun de ses enfants, je vous aime autant, toi que toi, mais tu arrêtes de maltraiter ton frère, toi, pareil, tu arrêtes de maltraiter ton frère, vous faites la paix, vous vivez en harmonie, etc., etc. Mais il faut que pour ça, que l'ONU devienne juste et leader, que ça soit le leader. Tant que c'est les États-Unis, par exemple, actuellement, qui dominent ce genre de choses, eh ben, ils obligent l'ONU à tolérer des injustices, des pays qui oppressent un autre pays, etc., des manigances, voilà. Et on est dans ce moment injuste. Mais c'est voué à devenir juste. Et on a construit toutes les structures de pour un fonctionnement universel. Et c'est pas pour rien qu'on est arrivé, qu'on est parti de la tribu ou du clan à l'universel avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de l'UNESCO, etc., pour la sauvegarde des arts. Bon. Toutes les structures, à peu près, là, au moins on va dire, le squelette du fonctionnement des structures pour fonctionner universellement a été créé par l'humanité. Maintenant, les décennies qui arrivent, les siècles qui arrivent, vont travailler à améliorer cela, à passer progressivement du continental au mondial. Et je pense que tout converge à ça. Et même, voilà, les pandémies, sur mon site, il y a le langage de la vie, le langage muet du vivant. Et dans ce chapitre-là, je parle, et je l'ai écrit il y a 20 ans déjà, de l'importance du virus pour l'évolution de l'humanité. Sans imaginer que nous aurions cette pandémie que nous sommes en train de vivre. Mais il a toujours été là, le virus. Il y a toujours eu des virus, etc. Et les virus sont là pour aider l'évolution de l'humanité. On n'en comprend pas encore le sens, on en fait une chose contre laquelle on doit lutter, un ennemi absolu. Alors oui, il faut lutter contre, mais il faut le voir aussi autrement que comme un ennemi. Qu'est-ce qu'il nous oblige à faire?
qu'a- que- que- qu'est-ce qu'a obligé à faire le virus du choléra au 19e siècle quand les industriels cantonnaient leurs ouvriers dans des taudis, les laissaient à l'abandon, etc. Il les a obligés à assainir ces endroits de vie. Parce qu'ils étaient. Parce que les, les patrons, les patronats étaient touchés par cette pandémie. Donc ils ont été obligés. Alors ce n'était pas un acte gracieux. Hein, malheureusement, on n'est pas encore arrivé à la possibilité, au moment où l'humanité va évoluer consciemment et donc par bienveillance, en sachant que là, il faut faire. On n'est pas encore à ce degré-là. On le fait de temps en temps. Il y a quelque chose qui se fait. Mais ce n'est pas le moteur. Le moteur, c'est l'égoïsme, malheureusement encore. Au moins pour l'Occident. Et pour l'Occident qui est l'adolescent de l'humanité. Et qui a pris le pouvoir sur ses pères, sur son père, son grand-père, sur l'Inde, sur voilà, les aborigènes, les peuples anciens qui ont la sagesse, qui détiennent les sagesses. Et là, les jeunes, quoi, hein, le jeune ado fou furieux, enfin, fou furieux, plein de vie qu'étaient les Américains, l'Amérique, elle a dit non, moi je veux pas, je m'en fiche de la spiritualité, de tout ça. Ce qui compte, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est la domination, c'est etc. Voilà. C'est la victoire, c'est la guerre, c'est la violence, c'est toutes ces choses-là. Et donc, il a dû devenir sourd pendant quelque temps pour construire techniquement cette humanité, pour aider la construction de cette humanité. La débauche d'énergie du monde occidental, du monde industriel, a créé quelque chose d'incroyable sur cette planète. Aussi, on doit le remarquer, même si ça a été mal fait parce que c'est l'égoïsme qui dominait, alors que si ça avait été la conscience, eh ben, l'évolution aurait été la même, et au lieu de passer par un système construction, destruction, reconstruction, voilà, des tentatives, essais, erreurs, rectifications, si on anticipait, si on avait anticipé cette ère industrielle, elle aurait été faite avec les belles valeurs. C'est pas l'ère industrielle qui est en faute, en fait, c'est le comportement humain. Comme c'est pas les religions qui sont responsables de la violence, mais les humains qui utilisent la religion pour faire la guerre, pour aller à l'encontre des valeurs de la religion, d'ailleurs. Voilà, parce que ceux qui font la guerre qui bombardent des enfants, des femmes rendent fous complètement des pays, les ravagent en se disant judéo-chrétiens, n'ont aucun respect pour les valeurs du Christ. C'est pas vrai. Donc c'est juste, ils utilisent un principe, mais il n'y a rien de religieux là-dedans. Les vrais religieux les empêcheraient d'aller dans cette violence. Donc, voilà, en gros, ce que je voulais dire sur cette vidéo. Je vais m'arrêter là, et à très bientôt. On passera au chapitre 8, la critique. Donc la critique, c'est la critique par Will Durant de la pensée de Schopenhauer. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il dit. J'ai hâte de le découvrir en même temps. Voilà, merci, au revoir.